bienvenue à notre 5e épisode de notre podcast Libre S'expression, présenté par Eros et compagnie. Anne-Marie, comment ça va? Ça va super bien. Est-ce que tu savais que Eros et compagnie ont 19 boutiques à travers le Québec au complet? Fait que mettons là, que tu habites au Saguenay. Ouais, tu vas à Chicoutimi. Exact. Mettons que tu habites à Drummondville. Tu vas à Drummondville? Ben oui, il y en a une. Mettons que tu habites à Québec. Tu vas à Québec. À Lévis. À Lévis. Il y en a une à Lévis. Il y en a partout, des boutiques Eros et compagnie. Puis, en plus, ils vont livrer partout aussi au Québec, puis même aux États-Unis maintenant. Ça veut dire ça? Ouais. Non, je savais pas ça. Ouais. Fait il est au States. Tu sais, si t'es gêné d'aller en boutique, tu vas sur le site Internet, tu peux commander, il livre chez toi, la livraison est discrète, tu reçois une boîte très neutre, il n'est pas écrit que ça vient d'un sex shop, parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'avoir un camion avec un pénis dessus. C'est ça. Qui vient livrer chez toi, tu sais. Donc, partout au Québec, site Internet, let's go, on se gâte. Libre S'expression 15. Oui, vous pouvez utiliser le code. Ben, c'est pas Libre S'expression 15, Anne-Marie, le code. C'est... Vous pouvez utiliser notre code promo Libre S'expression qui vous donne 15% de rabais sur tout le site d'Eros et compagnie. Aujourd'hui, pour cet épisode, on reçoit Alexandre Bédard pour parler... Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. On va parler de la transsexualité. Ben, on peut plus dire ça, là. Je pense que c'est ça qu'on a dit juste avant. Oui, c'est la transsexualité. Là. On va parler... Parce que t'es un homme trans, puis on va parler de la réalité d'un homme trans. Exact. Ouais, on est full content de parler de ça. Je suis tellement énervée. Je trouve tellement que c'est un beau sujet. Puis je suis tellement contente que tu sois là parce que ben, ça fait quand même un petit moment qu'on a des interactions sur Instagram. Yes. Puis, ouais, je suis vraiment contente. Je suis zéro experte dans le domaine en passant. J'ai beau avoir un bac en sexologie, c'est pas ma réalité. Puis quand on est loin d'une réalité, des fois, c'est plus difficile de se plonger dedans. Fait que tellement contente que tu sois là avec toute l'ouverture que tu as. Ça va être génial comme podcast. Ouais, puis on va le mentionner tout de suite pour tout le monde à la maison aussi qui écoute, dans votre auto ou au travail, peu importe, là, si c'est pas à la maison, c'est correct, que... T'sais, les micro-agressions par rapport aux trans, c'est super important pour nous d'être au courant puis de se faire sensibiliser aussi. Fait que si on en fait, tu vas être à l'écoute puis tu vas nous le dire, mais on va espérer ne pas en faire. Mais c'est important aussi, même si moi, je m'y connais beaucoup, je suis pas experte, j'ai pas de formation en sexologie, mais je suis entourée de personnes. Ouais, et je suis entourée de plusieurs personnes qui ne sont pas cisgenres. Puis, tu sais, je suis sensibilisée à ça autant que toi. Puis ça reste que j'ai quand même, des fois, possiblement des micro-agressions qui sortent de ma bouche. Même quand on commence une transition, ça se peut qu'on en fasse, tu sais. Fait que les gens qui commencent, tu sais, on connaît pas tout du sujet au début, puis ça peut paraître intense des fois, là. Fait que, tu sais, on est une safe place en ce moment. On va y aller comme ça. Oui, exactement. Yes. Ben, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises ton parcours. What's your story? Ben oui, dans le fond, j'ai 33 ans. J'ai commencé ma transition à 30 ans. Fait quand même tard, ben je trouve. Moi, j'ai des souvenirs de l'âge de 6 ans où que, tu sais, j'avais vraiment l'impression de vouloir être un homme puis que j'étais tellement déçu de ne pas l'être. Puis, tu sais, mes parents, il fallait qu'ils m'expliquent, là. Tu sais, genre, à 6-7 ans, ben là, il va falloir que tu arrêtes d'aller te promener en chess parce que ça marchera pas, là, à long terme. Puis ça, c'était grave pour moi, là. C'était comme la fin du monde. Quand j'ai fait ma transition, j'ai écouté des vidéos de moi enfant où on m'entend clairement dire à 3 ans et demi, j'étais un gars. Fait que moi, ça m'a rassuré. Ça m'a comme expliqué, OK, dans le fond, ça vient de loin, puis c'est vraiment ça parce qu'il y a eu un bon bout dans ma vie où que, tu sais, j'étais rendu à 21 ans puis je me disais pourquoi que je l'ai pas senti tant que ça avant puis que c'était pas un besoin important. Fait que longtemps, je me suis demandé, c'est-tu vraiment ça? J'ai-tu le droit de le faire? Tu sais, je vais-tu le faire? Donc, c'est sûr que ça a été plus tough pour moi au début, mais quand j'ai pris la décision, j'étais prêt à tout perdre, là. Tu sais, c'était comme, je peux perdre ma blonde, mon père, c'était T'étais en couple, là. T'étais en couple à ce moment-là. Oui, j'étais en couple à ce moment-là. Ça faisait 1 an qu'on sortait ensemble avec Roxane. Puis elle m'a suivi là-dedans. Elle m'a suivi totalement. Tu sais, elle était au courant. Là, quand on s'est rencontrés, j'ai dit, j'ai des questionnements. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si... Tu sais, j'étais dans le déni encore. Puis j'ai juste dit, je sais pas encore vers quoi je veux m'en aller, mais sache que si ça arrive un jour, je veux pas que tu restes bête, tu sais. Une perle, ouais, Roxane. Vraiment. Un amour. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu t'expliques qu'il y a eu des questionnements, mais qu'il y a eu comme une phase de déni, puis que c'est arrivé plus tardivement. Qu'est-ce qui a créé ça? Je dirais que c'est l'ampleur de ce que ça l'implique.
sais, pour moi, c'était... j'ai perdu ma mère, j'avais 23 ans environ. Ça va faire 9-10 ans. Bon, ça passe vite, mais pour moi, c'était important qu'elle le sache. Fait que le fait que je l'ai perdu, dans un sens, j'avais comme plus ma bouée de sauvetage. J'avais comme plus la personne à qui je me confiais. J'avais peur que mon père soit pas d'accord. Puis mon père étant coiffeur, mes 2 parents étaient coiffeurs. Puis veux pas, tu sais, c'est un métier qui fait que tu rencontres plein de gens, mais sur le long terme. Là. Fait que, tu sais, il y avait de la clientèle qui me voyait depuis que j'étais tout petit. Ça se peut que je parle au féminin des fois. Là, quand je parle du passé, ça m'arrive. Et pour moi, c'était comme d'y imposer un coming out. C'était comme de l'obliger à dire à tout le monde que je faisais une transition. Tu sais, tandis que quand j'étais une femme lesbienne, parce que j'avais fait un coming out lesbienne au début, c'était moins pire parce que je me disais, il n'est pas obligé de dire avec qui que je sors. Tu sais, c'est pas une obligation, sauf que tu sais, si quelqu'un me voit rentrer dans le salon de coiffeur, voit que je suis rendu un homme puis que je dis papa, ben ça se peut qu'il n'ait pas le choix de le dire. Tu sais. Fait que pour moi, c'était une obligation pour lui de faire un coming out pour moi, puis je me sentais mal là-dedans, à la base. Fait que c'était vraiment plus au niveau social que ça te stressait. Oui, vraiment, beaucoup vraiment. Plus que tout le reste. C'est comme... Souvent, on parle d'opération, que c'est ça le plus gros. Tu sais, il y a plein d'autres sujets, mais toi, c'était vraiment social. Il y a aussi ça. Tu sais, la société, au début, quand j'ai eu des premiers questionnements à 21 ans, ben c'était pas encore connu. C'était pas encore... tu sais, je me rappelle, j'en avais parlé avec une psy. Juste avant le décès de ma mère, je voyais une psy pour le deuil puis tout ça, pour me préparer. Puis je me rappelle, j'avais dit, c'est normal que le matin, je me réveille puis j'ai l'impression des fois que je serais mieux comme en gars. Puis elle m'avait dit, tu dois être bispirituel, ce qui est zéro le cas et qui est vraiment plus relié aux Autochtones. Fait que pour moi, c'était comme... Mais ça l'a mis un pansement. Ouais. Mais ça l'a mis un pansement pendant un certain temps. Je me suis dit, ben peut-être que je suis les deux dans le fond puis que... je me sens comme ça, tu sais. Fait que ça a mis un plaster une couple d'années. Les étiquettes font du bien des fois, hein? Oui. On dirait qu'on est vraiment à la recherche d'une étiquette pour s'identifier. Puis des fois, c'est vrai, puis surtout quand ça vient d'un professionnel ou d'une professionnelle, on dirait, mais bispirituel, t'as raison, c'est comme... C'était zéro ça. C'est presque une micro-agression pour les communautés autochtones. Oui, puis tu sais, je trouve ça plate qu'à ce moment-là, on m'ait pas dit, ben tu sais, ça se peut qu'il y ait autre chose, on va poser la question, on va aller plus loin. Non, on a juste fermé la boucle, puis on a juste dit, OK, ben c'est ça. Fait que tu sais, j'ai été un bon moment à me dire, ben tu sais, est-ce que... Parce que pour moi, une personne trans, à ce moment-là, c'était quelqu'un qui était mal dans son corps puis qui savait, tu sais, à 100% dans sa journée, 24 heures sur 24, ben, c'était pas le bon corps, tu sais. Puis moi, il y a des moments où j'étais correct dans ça puis que je me sentais bien dans mon corps quand même. Mais je me disais, OK, ben ça doit pas être ça d'abord. Puis je l'ai posé souvent à des personnes trans. Est-ce que tu te sens des fois correct dans ton corps? Puis, tu sais, souvent, les gens qui allaient vers les opérations complètes génitales, ben ils se sentaient bien. Puis moi, je me disais, ça se peut-tu que j'aille pas le goût d'aller jusqu'à me faire opérer entre les jambes puis à vivre tout ça, tu sais, mais que je me sente un homme quand même. Fait que ça a été long avant que la société soit assez ouverte pour dire, oui, ça se peut un homme trans qui se fasse pas opérer, puis c'est pas moins un homme, dans le fond, tu sais. Parce que tu n'as pas subi l'opération. Pour l'instant, je n'ai pas subi l'opération. C'est quoi les types d'opérations quand tu es un homme trans? Dans le fond, possible, mais tu n'es vraiment pas obligé. Puis je t'invite à l'expliquer. Ben, je vais expliquer un peu le parcours homme trans parce que c'est du pas le même parcours qu'une femme trans. Là. Oui, parce qu'il y a quand même une nuance aussi au niveau de... tu sais, il y a la prise des hormones, mais il y a aussi la chirurgie de transition. Fait puis tu as plusieurs options à travers ce parcours-là, tu sais. Fait que je pense que ça serait important d'amener les nuances justement par rapport à tout ça. Dans le fond, il y a rien qui oblige... Moi, j'avais peur aussi de ça, de devoir tout choisir tout de suite. Tu sais, quand je fais mon coming out, d'être obligé de dire, OK, ben moi, je vais faire ça comme opération, puis ça va se passer en telle année et telle année, tu sais. Parce qu'il y en a beaucoup. La mastectomie. Oui, ça, je l'ai eu. Moi, c'était la première chose que je voulais, c'était ça. Même avant la testostérone, moi, je voulais la mastectomie. J'avais quand même une forte poitrine. Ça me causait beaucoup de dysphorie. Dysphorie de genre étant le malaise là, d'être dans un c'est une crise identitaire reliée au genre. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi le mot dysphorie, je pense qu'on va quand même l'utiliser assez souvent. Oui. Donc, tu sais, ça me rendait vraiment pas bien. Puis j'avais déjà eu une réduction mammaire. Ça m'avait aidé une couple d'années. Puis à un moment donné, c'est revenu. Le malaise est revenu. Donc, la mastectomie, c'était comme sûr. Tu sais, quand je suis arrivé parce qu'il faut passer par des bureaux de psy ou de travailleurs sociaux qui ont la formation WPAT. C'est 1 an, je pense, hein, Pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ton confort, de comment tu te sens, de où tu es rendu dans ton cheminement. Tu sais, c'est vraiment une discussion. Eux autres, ils n'ont pas à décider si tu es trans ou pas. Eux autres font check, puis ils font juste t'informer, dans le fond.
Oui, puis je pense que ça te C'est prend... quoi cette formation? C'est une formation qui est... Mettons, Non, toi, c'est tu que- pourrais-tu avoir cette formation-là? Ben, puis en le fait, faire? c'est qu'il faut que tu ailles en thérapie pour être sûr de ton affaire, non. puis qu'après ça, tu puisses confirmer. Ben, en fait, Non, c'est je des parle pour psychothérapeutes. La WPAT, tu parles? C'est Ouais, ça. c'est ça, pour Ouais. évaluer, mettons, faire... C'est une évaluation? Ou Ouais, C'est une formation. suivi? C'est une ça. formation qu'ils Mais donnent au tu pourrais- Québec. Tu pourrais le faire, par Je exemple? pourrais prendre la formation puis le faire, mais pas au moment où on se parle. tu sais. Puis en ce moment, je dirais, ben oui, mais il y a certaines comment je pourrais dire ça, spécialités, dans le sens, Ouais. mettons, mon infirmière qui m'a suivi tout le début de ma transition, elle a pas de maîtrise. Donc, elle peut pas me faire de lettres pour les chirurgies, elle peut juste me faire C'est les ça. lettres pour l'hormonothérapie. C'est ça que je voulais dire, Ouais. c'est que dès qu'il y a comme une espèce de prescription qui vient avec ça, moi, je peux pas... Tu sais, j'ai un bac, là, fait qu'on me cancelle. Là, Tu pourrais faire probablement La thérapie. les hormones, tu pourrais mettre les lettres pour les hormones, pour l'hystérectomie, mais pas pour les chirurgies. Ok, Parce c'est que il y a le GRS qui fait les chirurgies autant pour les femmes trans, les hommes trans ou les personnes non-binaires. Puis c'est vraiment... eux, c'est vraiment 2 lettres de professionnels certifiés avec maîtrise. Tu sais, c'est vraiment plus précis. là. Ouais, c'est ça. Selon aussi les chirurgies, il y en a... Tu sais, la mastectomie, c'est 1 lettre. Mais en ce moment, c'est souvent des services au privé pour aller chercher les lettres, donc c'est coûtant. Tu sais, c'est des 80 $ la séance. Tu sais, ça prend, mettons, 3 séances. Ça, c'est quand tu es vraiment sûr de ta shot puis tu sais que Ouais. tu connais le sujet. Puis après ça, la lettre coûte un autre, mettons, 100 $. Tu sais. Fait que ça devient gros là, pour quelqu'un On qui dirait veut... que même moi, je trouve ça lourd. Ouais. Sur mes épaules, j'ai de la misère à comprendre tout, puis je trouve ça lourd. C'est triste parce que souvent, on dit que pour accéder à la porte, tu sais, pour ouvrir la porte de la Ouais. gratuité dans le système de santé, il faut avoir la clé qui coûte cher. Puis la clé étant les lettres. C'est ça qui est plate avec ce fonctionnement-là, mais en même temps, ça le prend. Là. Tu sais, je veux dire, quand tu es rendu Ouais, à faire mais- une opération génitale, ben il faut que tu sois sûr, puis il faut que tu sois informé. Dans le fond. accompagné. Tu sais, je C'est pense ça. que c'est quand même légitime d'être accompagné là-dedans, je pense. Mais tu sais, je pense Mais que c'est c'est- important d'avoir des personnes qui sont extrêmement bien formées pour le Oui. faire, qu'il n'y a pas de transphobie intériorisée, qu'il n'y a pas de... Tu sais, ça te prend quelqu'un qui est vraiment comme clean Ouais, mais slate. là, en dans même le fond. temps, comment tu fais pour trouver ça? Comment tu fais pour trouver les Ben, ressources? Mettons, on parle un petit gars de 14 ans que lui, il a ces questionnements-là depuis toujours, puis que là, il veut aller consulter puis se faire confirmer par quelqu'un qui est bien un petit gars, tu sais, Ouais. même s'il y a un vagin, puis là, c'est super complexe. Genre, même moi, je me dis, mettons que je voudrais faire une... Mettons que je voulais faire une transition, je saurais même pas où aller, je saurais même pas c'est quoi. Ben, il y a Je suis des comme, organismes. C'est tellement compliqué, my God! Il y a des organismes qui aident beaucoup. Là. Moi, je travaille pour l'Alliance Arc-en-Ciel. Je suis le conseiller aux enjeux trans. Fait que déjà ça l'aide. Tu sais, on reçoit des courriels de psychologues d'école qui veulent l'information pour Ouais. des enfants. Je dirais que pour les enfants, il y a Meraki à Montréal qui a un bon support, autant pour les médecins de famille qui veulent aider. Mais c'est sûr qu'il en manque. Il en manque énormément des spécialistes qui sont formés de cette formation-là. Et il y a une seule personne qui fait la formation, qui forme, dans le fond, les professionnels. Fait que c'est qui? sûr que... C'est une personne au Québec? Oui, même je me demande si c'est pas au Canada, c'est Françoise Susset, qui est quand même connue dans le domaine. Là. Est-ce que mais c'est une femme trans ou non, pas du non, tout? non, Qui a fait la formation pour... Oui, la WPAT pour les professionnels, dans le fond. Mais ça il en manque, puis tu sais, Ouais. c'est quelque chose, c'est un combat en ce moment, là, vraiment, là, que ce soit pour le ministère de la Santé ou des choses comme ça. Tu sais, je suis sur des comités où on essaie de voir les solutions, puis c'est pas évident. Il y a de plus en plus de personnes qui font leur coming out, qui veulent avancer, puis les Pas listes de d'attente ressources. deviennent C'est énormes. Tu sais, en ce moment, tu sais, moi, je suis rendu à l'hystérectomie. Si on revient sur les chirurgies, l'hystérectomie étant d'enlever l'utérus et les ovaires ou d'en garder, parce qu'on a ce choix-là, pour la santé des os, parce que veut pas un homme cisgenre va créer de l'estrogène aussi pour la santé des os à long terme. Donc, à son andropause. Moi, j'aurais pas nécessairement d'andropause, à moins qu'on la crée, dans le fond. Mais si, exemple, pour X raison, il n'y a plus de testostérone un jour, ben si j'ai plus d'ovaires, j'ai plus d'hormones. Donc, je tombe automatiquement en ménopause. On veut pas ça. Puis pour la santé des os, ça serait mieux que j'aille quand même une petite hormone féminine en arrière. Ils nous donnent le choix. Sauf que, tu sais, comme pour moi, j'ai des antécédents de cancer du sein qui peut amener cancer des ovaires. Fait que ça se peut que je fasse enlever les deux. Moi, je suis rendu là, je suis rendu dans mon questionnement. J'ai 1 an pour y penser parce qu'il y a 1 an d'attente en ce moment. Avant, il y avait 2 mois d'attente quand j'ai commencé. Fait que, tu sais, on voit là, l'ampleur. Puis c'est sûr que le COVID n'aide pas non plus. Là. Ça a comme rallongé les listes encore plus. Pour la mastectomie, quand j'ai envoyé mes lettres au début,
Oui, parce que là, si on revient au début de ton parcours... Moi, dans le fond, là, j'ai pris mes lettres testostérone, mastectomie. Et au début, je voulais pas faire la testo tout de suite. Je me disais, je me vois pas avoir une barbe puis des seins en même temps. Ça fonctionnait pas. Mais à force de parler avec des gars trans qui ont entamé les procédures et tout ça, ils me disaient que c'était mieux. Parce que la chirurgie, veut pas, les hormones vont toutes placer tout ce qui est masse musculaire différemment. Le gras change. Je veux dire, je suis rendu avec une petite bedaine de gars. C'est bon, ça. C'est bon qu'on nomme un peu qu'est-ce que ça peut apporter de prendre de la testostérone. Oui. Changement évident, là. Mettons le poil, là, ça, c'est sûr que ça vient avec. Pilosité. Oui, pilosité. C'est sûr que ça peut être... Oui, la voix. Puis ça, c'est des changements permanents. Pilosité, voix, là, ça, je peux pas m'en débarrasser. Si j'arrête la testostérone demain, ça reste comme ça. Puis mettons quelqu'un qui fait une transition male to female, là, ben là, il y a le laser. Oui, parce que la testostérone qu'ils ont eu dans leur puberté, dans le fond, a fait ces changements-là qui sont irréversibles. C'est ça. Tandis que moi, dans le fond, c'est comme j'avais pas eu ces changements-là, donc on les crée avec la testostérone. Mais après ça, ils deviennent irréversibles. Fait que la voix et le poil sont irréversibles. Exactement. OK, ensuite. Il y a J'ai vraiment hâte parce que moi, on avait une discussion là-dessus, c'était des anecdotes que je trouvais vraiment drôles. Ben, il y a beaucoup de choses. Les cravings, mettons. Ouais, les cravings, c'est comme une puberté. Hein. Fait que c'est comme si j'avais 16 ans, j'ai 30 ans, là, je deviens comme ça un jeune de 16 ans. Fait que la différence, là. La bouffe, là, je veux dire, je me levais la nuit pour manger, puis je mangeais des choses que j'avais jamais mangées de ma vie, là, genre des mangues, j'aimais pas ça, puis je suis rendu fan de mangues, j'en mangerais pas. Fait que ça change ton goût. Oui, ça change les goûts. J'aimais pas le poulet, je tripais full poulet, j'avais des cravings de viande que jamais j'avais avant. Au niveau... libido? Ouais, la libido, ça, c'est l'horreur. Sincèrement. Raconte l'anecdote que tu m'as racontée l'autre jour. Pour vrai, je sais pas. Tu m'as dit, OK, parce que je l'ai raconté avant, puis je trouve ça vraiment drôle, mais tu m'as dit que Rox, elle arrivait, elle prenait ta cuisse. Rox, c'est sa conjointe. Ma blonde, c'est ça, dès qu'elle me touchait, j'étais comme, OK, arrête. Parce que là, moi, dès que je startais à on, j'étais plus arrêtable. Fait que des fois, dans notre relation, au début, il fallait vraiment faire de la communication parce que à un moment donné, je disais, je peux pas l'obliger à avoir la même libido que moi. Là. Je veux dire, c'était impossible de toute façon. Puis je disais, ben là, tu viens de me starter, garde, laisse-moi 5 minutes. J'en reviens. Fait que j'allais dans la salle de bain, puis on avait cette communication-là de dire, ben garde, j'ai besoin de ce moment-là seul avec moi, laisse-moi là, parce qu'on n'a pas le même besoin. Puis on a été super open là-dessus. Mais ça, c'est la testostérone qui a fait ça, que c'est devenu, tu sais, comme dans ta tête, t'arrivais plus à focusser sur autre chose que, ton désir sexuel au moment où qu'elle touchait la cuisse, genre. Je trouvais que j'avais une bonne libido avant, tu sais, je trouvais que en tant que femme, j'avais une libido intense. Mais non, c'était rien à côté de ça. Là, dans le début, là, un cours de maths pouvait m'allumer. Là, puis là, j'étais, c'est quoi? Là? T'arrives plus à penser à autre chose? Non, c'est ça. Un trajet de bus avec la vibration pouvait faire en sorte que j'avais... Parce que là, le clitoris grossit. Ça, c'est un des changements, dans le fond. Puis on a des érections, comme un gars. Fait que, érection matinale, ça venait avec aussi. Avec l'envie de pisser, ça venait le matin. Puis ça, on ne l'avait pas expliqué. Là, c'est les genres de changements qui nous expliquent pas, dans le fond. Genre que le clitoris devient comme un pénis. Oui, ça devient un mini-pénis. Ça peut varier. Même un peu plus qu'un mini-pénis. Ouais. Un petit pénis, mettons. Là. Ça peut varier en grosseur, puis en érection aussi. Là, ça varie dans la grosseur, mais ça varie entre un demi-pouce de circonférence à 1 pouce de circonférence pour certaines personnes. Puis en termes de longueur, il y en a que ça varie pas du tout. Il y en a que ça bougera pas, mais il y en a que ça peut aller jusqu'à un 3 pouces en érection, là, à partir de la base du pubis, dans le fond. Là. Fait que tu sais, ce qu'il y a en arrière, là, ce qu'on voit pas en dessous de la peau, mais qu'on sent quand c'est en érection. Fait que c'est quand même, tu sais, pour moi, c'était parfait parce que je me disais, j'ai pas l'impression d'avoir des organes féminins. J'ai pas l'impression d'avoir des organes masculins en ce moment. J'ai un entre-deux, ça existe. C'est des organes de personnes trans. Puis moi, je l'ai accepté, ça. Fait que, tu sais, pour l'instant, je pense pas aller vers l'opération de la phalloplastie. Une des raisons, c'est qu'ils prennent la peau des avant-bras. Je suis tatouée. Phalloplastie étant, dans le fond, de la construction la création, d'un pénis. La construction complète d'un pénis fonctionnel. C'est 3 opérations à 5 opérations. Parce que c'est beaucoup. C'est plus compliqué de faire une transition de femme à homme que de homme à femme. En termes d'opération génitale, énormément plus compliqué. Parce qu'en plus, il faut qu'il y ait une pompe pour l'érection. Puis, tu
tu sais, c'est vraiment comme... tu sais, en Ah, tout puis cas, c'est t'expliquais, vraiment... c'est comme une pompe dans la... Ouais, mais c'est comme dans la l'aine. hanche. Ouais, puis là, tu Puis pèses de l'eau. Ouais, tu pèses, puis il y a une espèce c'est de l'eau saline qui transfère dans la verge, dans le fond, puis qui fait que l'érection est là. Puis il y a une façon d'enlever l'érection qui souvent est difficile à acquérir, dans le fond, quand tu te fais opérer. Fait que ça se peut des fois que les gars aient besoin de se faire aider par quelqu'un qui a déjà eu l'opération, parce que des fois, ils restent comme en érection, puis ils savent pas trop comment l'enlever, tu sais. Mais c'est comme, là, demande... concrètement, c'est comme une petite poche d'eau saline qui est sur le côté dans l'aine. C'est dans le scrotum, dans le fond. Ah, dans le scrotum. Ouais. Puis Mais là, il y a le plusieurs gars, types le gars va comme pomper d'implants. Ouais. ce petit sac d'eau saline-là, puis ça va... Ça va se transférer. En gros, là, on met ça facile. Là. Puis ça demande à ce qu'on enlève la peau, parce que, il faut quand même une construction d'un pénis, là, tu sais, c'est quoi la peau qu'on prend pour construire ça? Dans le fond, là, ils vont prendre la peau de l'avant-bras. Il faut que la personne ait subi de l'électrolyse pour enlever le poil. Fait que c'est quand même long, là. Ça prend quasiment 1 an d'électrolyse pour que ça soit parfaitement là, utilisable là, et lisse. Pour éviter qu'il y ait des problèmes d'infection après, selon la façon qu'il est créé. Là. Pour les tatous, ben, pour l'instant, l'information que j'avais eue, parce que ça aussi, c'est un peu ambigu, il n'y a pas grand monde qui savent exactement, mais si la personne a des tatous, veut les faire enlever, c'est après l'opération. Parce que sinon, ça crée du tissu cicatriciel. Donc, moi, c'est l'information que j'avais eue il y a 1 an. Ça peut avoir changé, mais moi, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai fait « Ah non, je suis pas... je veux pas à ce point-là avoir quelque chose de gros dans les culottes. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième opération qui s'appelle la métadioplastie. Ça, c'est la création, dans le fond, d'une apparence masculine au clitoris qui a grossi. Donc, ils vont décoller le clitoris de l'intérieur pour le rallonger un peu. Puis ils vont créer des testicules avec les grandes lèvres. Ils vont faire un sac, dans le fond, là, ça va vraiment avoir l'apparence d'un mini-pénis. Je ne sais pas encore si je la veux. Honnêtement, je ne suis pas rendu là. Mais ça se peut juste au niveau... quand je réfléchis à si je me ramasse à l'hôpital qui me déshabille, moi, j'ai une dysphorie sociale, là, donc ce que les gens perçoivent de moi. On parlera des types de dysphorie. C'est ça, ouais. Plus après. Ça vient me chercher parce que je me dis, OK, mais la personne, si elle me déshabille, elle voit ça, tu sais, ça va venir comme me outer, me sortir du placard. Puis c'est ça que j'aime pas. La phalloplastie aussi, la cicatrice, moi, vient me rendre mal à l'aise dans ma dysphorie. C'est pas quelque chose que je voulais. Et au Canada, on fait que les avant-bras. C'est très, très rare qu'ils vont utiliser la peau des cuisses. Une fois qu'ils ont enlevé la peau du bras, pour un peu expliquer comment ça se passe, ils prennent la peau de la cuisse pour refaire comme une couche de peau. Donc, il vient comme... C'est dégueu dit de même. Là, il vient comme slicer une partie du derme. Ils viennent le remettre. Fait que la cicatrice est quand même là, elle est visible. En France ou aux États-Unis, il y a des méthodes différentes, dont mettre un ballon d'eau saline en dessous de la peau, d'injecter de l'eau saline dans le ballon pendant 2-3 semaines, 1 mois. Fait que ça vient étirer la peau, puis après ça, ils viennent comme prendre la peau en surplus, puis ils créent le pénis avec ça. Donc, ça laisse une cicatrice qui est moins visible, moins selon l'endroit où ils le prennent. Puis ça fait en sorte que justement, on a pas besoin d'avoir une cicatrice très, très, très visible. Apparente, là, c'est ça. Tu as parlé de dysphorie. Tu as dit, moi, ma dysphorie, c'est la dysphorie sociale. Il y a différents types de dysphorie parce que je trouve ça full plate d'utiliser le terme dysphorie parce que c'est super, je trouve, à connotation négative. Oui, puis c'est différent d'une personne à l'autre. C'est tellement propre à chacun. Moi, j'aime ça d'expliquer comme ça. Il y avait une psychologue qui m'avait expliqué ça une fois. Mais c'est comme si c'était problématique, c'est ça que je veux dire. Ouais. C'est comme si le terme dysphorie, c'est comme si tu avais un problème quand c'est un terme qui est scientifique, je pense. C'est vraiment scientifique, très propre à ce qui se passe. C'est là, ça. Ouais. C'est comme la dysphorie explique le fait qu'on n'est pas dans le bon corps, dans un sens. C'est comme la crise identitaire, le malaise, oui, c'est ça. Fait que, oui, c'est un mot qui est à connotation un petit peu plus négative ou péjorative, mais c'est quand même, ça l'exprime quelque chose qui est en soi malaisant. Oui, parce que j'avais utilisé ce terme-là sur mes réseaux sociaux il y a un bout de temps, là, je dirais il y a peut-être, je sais pas, 2-3 ans, peut-être un peu plus même. Puis il y a quelqu'un qui m'avait repris en disant que c'était full négatif, que je pouvais pas utiliser ce terme-là, puis que c'était mieux d'utiliser euphorie de genre. C'est un terme aussi qui est utilisé. Ça dépend, puis ça, là, c'est comme une étiquette. Selon moi, là,
sais, moi, j'utiliserais pas euphorie de genre parce que ça me correspond pas. Moi, je vois ça vraiment comme une dysphorie. C'est un malaise que j'ai avec mon corps quand que les gens me regardent puis ils voient pas un homme parce que je suis binaire, je me considère binaire. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Fait que c'est comme une étiquette. Tu sais, quelqu'un qui veut pas qu'on dise transgenre ou qui préfère transgenre, même si ça se dit moins, il a le droit. L'étiquette est propre à chacun, là. Oui, parce qu'en fait, on n'utilise plus les termes transgenre, transsexuel pour plusieurs raisons, mais aussi, tu sais, on l'expliquait avant le podcast, on s'en est parlé un peu. Transgenre, c'était pour les personnes qui n'avaient pas fait la chirurgie de transition. Oui, dans le passé, c'est le même, c'était sélectionné. Ouais. C'est ça. Puis transsexuel, c'était ceux qui avaient fait la chirurgie génitale. Puis avant, quand on voulait changer de nom, on était obligé d'être opéré. Ah. Donc, c'est un peu pour ça qu'on séparait les deux. Maintenant, depuis, je pense que c'est 2016, depuis qu'ils ont changé au niveau du code de la Charte des droits et libertés, ils ont changé ça aussi au niveau de l'État civil. Donc, on n'est pas obligé de se faire opérer pour changer de nom c'est génial, à l'État civil. Ouais. Puis je trouve ça... En fait, c'est ça. Maintenant, on utilise le mot trans qui est un peu plus parapluie comme terme. Exactement. Mais je sais aussi que la transsexualité... Si je me trompe pas, ça pathologise. C'est comme très médicinal. C'est comme diagnostic. Oui, c'est comme une maladie. Puis, on essaie de moins voir ça comme ça. Pathologiser. Ouais. Puis, tu sais, si on en revient aux dysphories... les types de dysphorie, c'est quoi? Il y a une psychologue qui m'avait expliqué ça comme ça, puis je trouvais ça parfait pour l'expliquer. Tu sais, je fais des conférences des fois dans des classes avec des jeunes secondaires, puis je trouvais ça vraiment parfait à expliquer. Il y a la dysphorie sociale qui est comme moi je ressens, c'est que les gens, la perception qu'ils vont avoir de moi quand ils me regardent. Donc, au début, quand j'avais pas eu ma mastectomie, c'était difficile. J'avais tout le temps l'impression que les gens voyaient mes seins. Même si on les voyait pas, puis je portais des binders, des vestes compressives, j'avais tout le temps l'impression que les gens voyaient ça, même s'ils voyaient pas ça. Donc, c'est vraiment comme une impression de pas être bien dans mon corps. Il y a la dysphorie qui est la dysphorie psychologique. Ça va jusqu'à dire, mettons, la personne, elle a un utérus, puis même si elle ne voit pas son utérus, ça vient vraiment l'affecter au niveau du malaise qu'elle a d'avoir ça en dedans d'elle. Ça peut être aussi de pas être capable de se laver à la lumière, d'être obligé de fermer les lumières parce qu'elle n'est pas capable de se laver, de voir son corps. Ça, c'est vraiment plus psychologique. Puis il y a la dysphorie qui était plus la dysphorie sexuelle, donc pas être capable d'avoir des relations sexuelles avec un partenaire, pas vouloir être touché, même pas vouloir se masturber parce qu'on est mal à l'aise avec notre corps, avec nos organes génitaux. C'est comme si on validait pas leur présence. Exactement. Puis tu sais, là, prends tout ça, puis mixe ça selon les personnes. Il y en a que ça va être un peu plus de chacun. Des échelles. C'est ça. Fait que c'est vraiment personnel à chacun. Pour toi, par exemple, ce serait plus social? Moi, c'est vraiment social. Des autres? Non, j'ai jamais eu de problème physiquement, sexuellement avec mon corps. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu 30 ans avec mon corps de femme. J'ai essayé d'apprendre à l'apprécier. Ouais. C'est juste que quand je me voyais dans le miroir, ce que je voyais, c'était pas moi. Puis j'ai essayé autant comme autant. J'ai fait des thérapies. Moi, j'ai arrêté de boire. J'étais allé en thérapie pour ça. Puis à force de travailler toutes les autres sphères, à un moment donné, je suis arrivé à un point où j'ai fait, mais pourquoi je suis pas capable de m'aimer? Pourquoi les gens me disent que je suis belle puis je suis pas capable d'accepter qu'ils me disent que je suis belle? J'ai l'impression que ça me revole dessus puis qu'ils parlent pas de moi. C'est comme si ça venait pas me chercher. Puis maintenant, je me vois dans le miroir. Puis même tout au long de ma transition, quand je me voyais, je passais tout le temps devant le CLSC pour aller faire mes injections au début, puis j'avais de l'aide pour ça, puis j'avais peur des aiguilles. Puis là, je passais devant le CLSC, je voyais mon reflet, puis là, je faisais « Hein? OK, je suis en train de changer. » Puis je souriais. Puis c'est la première fois que je souriais en voyant mon reflet. Puis c'est là que j'ai fait « OK, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. » Puis maintenant, quand je me vois dans le miroir, j'ai vraiment l'impression de voir la personne que j'ai toujours été, comme si je m'étais toujours connue comme ça. Puis quand je vois des photos d'avant, ben, j'ai l'impression que c'est juste une autre vie. Je suis rendu à ce point-là. Je me reconnais plus. Quand je me vois dans le miroir, je reconnais pas la personne que j'étais avant. C'est vraiment la personne que j'ai toujours été à l'intérieur. Mais c'est comme si j'avais vécu complètement une autre vie. Puis je suis pas déçu de cette vie-là. Je suis pas déçu de dire que j'ai été une femme, que je me suis battue pour le droit des femmes, que j'ai travaillé dans des domaines masculins, que j'ai gagné des prix pour ça. Au contraire, maintenant, je suis capable de dire, justement, avec les gars avec qui je travaille, ben, tu sais, les femmes sont aussi bonnes que vous autres, puis c'est pas plus. Parce qu'elles sont minutieuses, sont perfectionnistes. Il y a des choses que moi, j'ai appris avec moi-même puis que je garde maintenant. Je veux dire, j'ai pas changé du tout au tout. J'ai pas perdu ces petites choses-là. Puis j'apprécie de les avoir vécues en tant que femme. Bien, c'était quelque chose qu'on voulait utiliser, là, qu'on voulait aborder. Est-ce que tu vois justement des différences? Comment les hommes... Maintenant, tu sais, on s'entend, t'es ultra man-passing, puis c'est peut-être une microagression en ce moment que je suis en train de faire. I don't know. Je le prends comme un compliment parce que c'est sûr ça me fait du bien de me faire dire ça. Là. En passant... Ouais. Juste faire un petit astérix pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent.
quand on dit passing, c'est la façon dont les gens te perçoivent. Donc, quand tu es man passing, tu es homme, tu parais comme un homme devant les gens. Puis quand tu es woman passing, ça veut dire que tu passes comme une femme aux yeux des gens. Exactement. Donc... Fait que c'est sûr que, tu sais, en tant que personne trans... Ce que je voulais dire, c'est comme, est-ce que tu réalises puis tu vois plus encore les oppressions que les femmes vivent maintenant que tu les vis plus? Oui, puis, tu sais, c'est niaiseux, là, mais il y a des choses aussi que je me rends compte que les hommes vivent aussi. Puis qu'on n'en parle pas, parce que souvent, on parle beaucoup des femmes, puis on parle beaucoup de ce qu'eux vivent, mais on parle pas de ce que les hommes vivent. Puis c'est con, mais quand j'ai commencé ma transition, je me suis demandé, tu sais, OK, à quel moment je serre la main d'un gars? À quel moment j'ai fait un colleux? À quel moment je donne des becs? À quel moment... Ah, c'est compliqué. Tandis que quand tu es une femme, c'était des becs tout le temps. Tu sais, c'est à ce point-là, la société. Là, c'est sûr qu'on vit dans le COVID puis personne donne de bec, ça règle le problème. Mais tu sais, c'est des choses que j'ai demandé à des gars de mon entourage. J'ai dit, OK, mais vous faites quoi? C'est quand que vous faites telle approche avec quelqu'un? C'est quand que c'est correct? Tu sais, faire des clins d'œil. Moi, je faisais tout le temps des clins d'œil comme fille. Tu sais, c'était un peu une façon de, pas de charmer, mais comme... tu sais, de dire à la personne, OK, ben tu sais, on est amis, puis tu sais, je te fais un clin d'œil, je te vois ton regard, parfait, une petite reconnaissance, je te fais un clin d'œil. Mais quand je me suis rendu compte dans le service à la clientèle que de faire un clin d'œil à une fille qui était avec un gars, puis que là, je me rendais compte, hey, mais non, là, je suis rendu un gars, je peux plus faire ça. C'est des choses que tu te rends compte que, oh, t'as des freins, là. Marcher dans la rue. Quand je marchais dans la rue en tant que femme, oui, des fois, j'avais peur de qui que j'avais derrière moi, mais maintenant, quand je marche derrière une femme, j'ai tendance à vouloir changer de bord de rue parce que je me sens mal à l'aise de marcher derrière une femme. J'ai l'impression qu'elle se sent pas en sécurité. Puis pourtant, j'aurais envie de dire « Hey, c'est parce que j'ai été une femme. » Tu sais, c'est des choses qu'on se rend pas compte, mais que en tant qu'homme, maintenant, je me dis « OK, il faut tout le temps que je me check. » C'est plate parce que la société fait en sorte qu'on n'a pas le choix de vivre ça, mais... Des fois, je me rends compte aussi que, tu sais, oui, les femmes, ils vivent justement des commentaires désobligeants, puis que maintenant, tu sais, mettons, ma batterie char est vide, j'appelle le remorqueur, ben c'est donc ben genre, ah ouais, tu savais pas, mais tu sais, si t'attends quelques minutes, ça se peut qu'elle reparte. C'est pas grave, je te chargerai pas, ciao, bye. Oh non, moi, ça m'aurait ça jamais serait jamais arrivé. Et puis, sincèrement, là, quand ça m'est arrivé, j'ai fait, OK, non, parce clairement que t'es rendu son bro, là. Et voilà. Fait que, tu sais, oui, il y a une différence dans la société en tant que, tu sais, lien homme-femme, puis c'est plate pour ça, parce que ça devrait pas. J'aimerais ça parler de quand t'as fait ta transition, t'as dit que t'étais en couple avec Roxane, mais avant, quand t'as eu des questionnements, t'étais aussi en couple. Puis là, avec Roxane, t'as comme... Puis ça a pas fonctionné, je pense que ça avait rapport à ça, là, ta relation avec Roxane? Ça avait pas marché. Ben, la fois que je l'ai dit, la personne, elle a réagi fortement. Puis, tu sais, c'est correct. Là. En même temps, la personne était lesbienne. Puis, c'est une orientation sexuelle très valable. C'est ça remet en question l'identité puis l'orientation de l'autre aussi, là, quand il y a une annonce comme ça. Tu sais, c'est... Oui, je pense que ça vient comme brasser. J'ai été chanceux parce que Roxane, elle avait déjà sorti avec des hommes. Elle venait de faire son coming out peut-être 2 ans avant, lesbienne. Puis elle a eu le questionnement. On l'a eu, même moi, je l'ai eu, le questionnement. Parce que quand j'ai fait ma transition, j'ai eu le questionnement de dire, est-ce que je suis hétéro? Puis je l'ai eu, ce questionnement-là. Puis c'est valable aussi. C'est clairement une question que les gens vont avoir. Ben là... Ben t'es hétérosexuel, non? Moi, je me considère pansexuel. J'ai eu cette réflexion-là comme ma blonde. Parce que quand j'ai vu qu'elle avait cette réflexion-là puis qu'elle a dit, ben moi, dans le fond, c'est l'humain qui m'attire. Qu'une personne soit un homme ou une femme, ça me dérange pas. Je suis attiré par la personne. Si je tombe en amour avec elle, qu'importe son genre, que ce soit une personne trans, un homme, une femme, elle va aimer la personne. Fait que quand j'ai eu cette conversation-là avec elle, à un moment donné, j'ai eu ce questionnement-là. J'avais déjà eu des relations avec des hommes, ça avait jamais fonctionné. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, mais là, en tant qu'homme, c'est quoi la différence, tu sais? Un homme avec un homme, c'est pas le même... moi, j'avais pas la même vision de c'est quoi une femme avec un homme. Fait que si j'avais pas eu Roxane dans ma vie, probablement que j'aurais été vers des hommes aussi parce que j'aimais pas, en fait, moi, le lien homme-femme. J'aimais pas avoir... j'aimais pas le fait d'avoir comme un homme par-dessus moi. Puis c'est vraiment ça qui me rebutait dans la relation, tandis que là, homme-homme, c'est comme plus égal. Puis je me rends compte qu'en relation, probablement que je serais plus à l'aise. Mais tu sais, est-ce que c'est parce que j'étais un homme depuis toujours puis que, tu sais, c'est cette relation-là que j'étais à l'aise? Probablement, là. Ça, c'est comme les enfants.
Tu sais, quand ma mère, juste avant qu'elle décède, je lui avais dit, je veux pas d'enfant. Puis ça avait fait un peu des frictions avec elle parce qu'elle, elle se disait, ben voyons, comment ça, tu veux pas d'enfant? Puis maintenant, dans les démarches, on est dans les démarches. Être fière mais en oui, ce moment. tu sais, c'est sûr que je me dis, tu sais, ma mère, elle serait donc bien contente, mais dans le fond, c'était pas que je voulais pas être mère, c'était que je voulais être père. Ouais. Puis je m'en rends compte, là, en vivant tout ça, avec ma blonde dans les démarches de fertilité, je me dis, c'est ça que je veux. Les auditeurs et les auditrices ne le savent peut-être pas, mais tu es en démarche présentement. Exactement. Pour essayer d'avoir un enfant. Oui, en procréation assistée. Mais là, dans le fond, en ce moment, il y a eu comme l'insémination. Oui, on a tout vécu. Ouais, on sait pas encore. On a tous vécu ça. Puis, tu sais, c'est tellement. Le don du sperme, etc. C'est tellement complexe, pour vrai. Hey, j'aimerais juste ça, avant, conclure un peu rapidement. Puis après ça, on va switcher à la parentalité parce qu'il y a tellement de trucs sur la transparentalité. Puis j'aimerais ça qu'on concède un moment pour ça. Ben oui. Mais je veux juste avant parler de la transition entre les pronoms « elle » puis appeler... Tu sais, par exemple, tu étais en couple, là, fait que Roxane, elle a dû faire la transition. Roxane, là, était tellement bonne là, avec ça. Pour vrai, elle était meilleure que moi-même. Puis au début, je me disais... C'est ça, parle-en donc, tu sais. J'étais fâchée au début parce que je me disais, pourquoi je suis pas capable? Pourquoi je me trompe avec moi-même? Tu sais, pourquoi que si je suis vraiment un homme en dedans... ben je suis pas capable de switcher du elle au il, tu sais. Puis on a comme amené... Elle a amené ça vraiment bien. Mais elle, par exemple, elle l'a eu tout de suite. Ah, tout de suite. Ça a été instantané. Elle s'est jamais trompée par la suite. Puis honnêtement, elle m'a aidé à accepter ça parce qu'à un moment donné, mettons, je disais, je sais pas, moi, je faisais quelque chose, je disais, je suis donc ben conne. Puis là, elle disait, ça serait tellement pire si t'étais con. Puis là, je faisais, OK, c'est correct. Elle amenait ça à la blague, puis ça m'a aidé là-dedans. Puis tu sais, fallait pas que je m'en veuille. Je veux dire, j'ai été 30 ans à utiliser elle, à accorder toutes mes phrases au elle. Tu sais, puis là, j'arrive du jour au lendemain, plus besoin de mettre de E à la fin de mes mots que j'accorde. La langue française est ultra binarisante. C'est fou. Tu sais, puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, les gars sont tellement plus... Tu sais, il y avait tellement plus de chance en français au secondaire de comprendre les accords. D'accorder ça comme faut. Tu sais, c'est tellement vrai, là. Fait que, pour vrai, il y a vraiment une différence dans les pronoms et tout ça. Puis, tu sais, même maintenant, quand je rencontre des gens, que ce soit des personnes trans, des personnes non-binaires ou des personnes qui commencent une transition, tu sais, des fois, c'est pas facile, là. Je veux dire, la personne, elle a une apparence complètement différente du genre. Souvent, je lui dis, je suis désolé, je suis vraiment poche avec les genres. Je l'ai été avec le mien, je suis poche avec les genres, ça se peut que je me trompe. Faut pas que tu m'en veuilles. Puis, je me reprends. Toi. Oui. C'est ça, même toi qui en fais partie, tu probablement fais des microagressions sans le vouloir. Oui, puis mais je m'en rends compte. Je m'en rends tellement compte. Les pronoms, je trouve, puis on en avait parlé, faut que j'arrête de dire ça, on en avait parlé parce que ça fait comme les auditeurs sont genre, ben là, c'est plate, vous parlez sans nous. Mais, tu sais, genre, moi, je trouve ça tellement plus facile de rencontrer quelqu'un quand... Puis je trouve ça full triste de dire ça en même temps, mais, tu sais, quelqu'un qui a déjà fait sa transition parce que j'ai aucun risque de me tromper, tu sais, parce que je trouve que la personne est... Mais t'es dure avec toi-même, Karine, parce que... je suis vraiment dure. Moi, j'ai de la... On est très compréhensif. Elle se tape sa tête comme si elle avait fait l'erreur de sa vie. Garde, tu te reprends au prochain pronom, puis tu te reprends au prochain adjectif. Mais tu sais, c'est parce que, mettons, des personnes trans qui sont binaires, j'ai vraiment pas de difficulté avec les pronoms. C'est des personnes qui sont non-binaires ou qui sont, tu sais, qui sont à l'extérieur de ça. Ben, c'est con, mais... J'ai de la misère, puis je me trompe, puis, tu sais, des personnes qui s'associent, mettons, qui sont gender fluide ou peu importe, je me trompe des fois, puis ça me rébute de moi-même, tu sais, de me tromper, parce que je suis comme, à quel point je suis une des personnes les plus sensibilisées, genre, au monde. Souvent... Comment ça se fait que je me trompe encore? Puis je fais comme, hey, girl, pourquoi je fais ça? T'sais, comme... Mais souvent, ils vont comprendre. Souvent, là, tu sais, j'ai des amis, moi, qui me disent, je préfère le yel. Si c'est pas yel, je préfère le il. Puis si tu te trompes, c'est pas grave. Puis c'est correct. Je pense que c'est d'en parler. T'sais, si je me trompe avec la personne, ben souvent, je vais le dire. Là, je vais dire, hey, excuse-moi, je me suis trompé. Puis là, je me reprends. Là. Je me reprends tout de suite. Je vais dire elle, puis tout de suite après, je vais dire il. Je vais dire, hey, je suis désolé. Puis souvent, ça m'arrive plus quand que la personne n'est pas là. Parce que je fais plus attention quand la personne est là. Puis, tu sais, même ça m'arrive encore, après 2 ans et demi envers moi-même, des fois, je vais dire un nom féminin, puis je fais, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, mes amis sont là, OK, ça va. Je dis, oh oui, je me suis mégenrée, c'est correct, on continue, tu sais. Je me suis mégenrée! Regarde, ça arrive encore, là, puis il faut pas que je m'en veuille pour ça, là. Je veux dire, c'est... Au contraire, là, moi, je vois ça comme étant... tu sais, puis j'en ai parlé tantôt quand on était ensemble, tu sais.
j'ai eu cette chance-là d'être une femme, puis de vivre ça, puis de me battre pour les droits, puis c'est correct, puis ça a fait en sorte que je suis la personne que je suis maintenant. Fait que je m'en voudrais pas de parler au elle. Au contraire, j'ai eu cette chance-là, puis maintenant, tu sais, dans mon couple, ben, je suis capable de la comprendre. Exact. Tu sais, la testostérone change beaucoup de choses. Elle va changer mes émotions. Tu sais, depuis 2 ans et demi, j'ai pleuré 2 fois. Avant, je pleurais 1 fois par semaine. Puis la première fois que j'ai pleuré, ma voix était tellement différente. Je capotais. Je pensais que c'était le voisin qui était en train de pleurer. C'était zéro agréable à vivre. Fait que, tu sais, puis dans les débuts de ma transition, dans notre relation, c'était pas évident parce que la voix change, donc le je t'aime change. C'est pas le même. Fait que la personne, elle a comme à retomber en amour un peu avec nous. Puis moi, j'ai à me redécouvrir aussi, tu sais, dans tout ça. C'est un... Excuse-moi, Ah, j'ai l'impression de te couper là, dans ton élan, mais c'est une transition qui est émotionnelle aussi, dans le fond. Ouais. C'est un peu ce que tu expliques, là. Oh oui, tu sais, faut apprendre à se connaître. C'est complètement découvrir une nouvelle personne. Mes valeurs ne changent pas. Ma personnalité ne change pas. Mais il y a des choses physiques qui vont changer. Tu sais, les émotions vont changer. Puis au début, quand Roxane, des fois, on était brûlés, là, je veux dire, c'est quelque chose d'éprouvant. Là. À un moment donné, elle pleurait. Puis je me rappelle, là, je la regardais. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Vraiment, là, vraiment. Puis, tu sais, j'ai dit après, là, mais j'ai dit, j'avais l'impression que j'avais plus de sentiments pour toi parce que ça me faisait rien. Je te regardais pleurer, puis je me disais juste, mais pourquoi qu'elle pleure? C'était vraiment spécial, là, parce que j'avais plus les mêmes émotions, je les vivais plus de la même façon. Puis, tu sais, tu me mettais en arrière d'un volant dans une automobile, quelqu'un me coupait, et là, je devenais l'enfer, là. Tu sais, là, on dirait que je voulais sortir m'arrêter sur l'autoroute puis sortir, tellement que j'étais impulsif. Ça prouve juste à quel point les hormones qui sont produites dans notre corps, même si il y a plein d'hommes qui sont full émotifs, qui vont être full, ils vont pleurer à chaque semaine, comme tu dis, quand t'étais femme, tu pleurais à chaque semaine. Tu sais, il y a des hommes ils vont pleurer à chaque semaine, ils vont pleurer à chaque 2 jours, puis c'est correct. Mais en général, mettons, globalement, ça prouve à quel point il y a des grandes différences, tu sais, entre les personnes qui ont des hormones féminines qui sont produites dans leur corps à la naissance, puis les personnes qui ont des hormones masculines qui sont produites dans leur corps. Il y a beaucoup de stéréotypes dans la société, encore là, tu viens de dire hormones féminines, hormones masculines, mais c'est le taux de testostérone versus le taux d'estrogène. C'est juste que, mettons, ce type d'hormone-là il est relié à... C'est ça, la société est très genrée, c'est ça. La société est très genrée, la société est très stéréotypée. Il y a des stéréotypes qui sont vrais, tu sais, mais il faut juste voir que l'être humain... Mettons, c'est quoi? Mettons, là, quand tu cherches de quoi... Mettons, ta blonde a dit « Sors le lait dans le frigo. » Puis là, t'es comme « Il y en a plus! » Puis elle est genre, oui, j'en ai acheté hier. Ça, c'est vrai. La raison, puis moi, j'ai été fasciné par ce changement-là. Puis ce que j'aime d'avoir vécu cette transition-là, c'est que j'ai vu les différences. Fait que je suis capable de dire que oui, avant, j'avais plus de facilité à chercher dans le frigo, puis que maintenant, j'ai de la misère à chercher quelque chose. Puis j'ai été capable de l'expliquer. Exemple, là, je prends la bouteille là, qu'on voit devant nous. Là, bon, il y a le logo. OK? Moi, ce que je vois, que si j'ai à la chercher dans le frigo, ce que je vois, c'est le logo. Si tu la vires de bord, le logo n'est plus là, même si la forme de la bouteille, la couleur est là. Moi, ce que j'ai en tête, c'est le logo. Je vais chercher le logo. Si je le vois pas, il n'est pas là. Elle n'existe pas. Donc, si tu me montres le pot de mayonnaise avec le logo, je vais le voir. S'il est viré de bord, ça se peut que je le vois jamais. Je vois des choses très, très cartésiennes, tu sais, très, très... c'est scripté un peu, là, comme tout ce qui est... Tandis qu'avant, je voyais l'ampleur de la bouteille dans toute sa forme, sa couleur. C'est vraiment spécial. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a aussi quelque chose chez les hommes que, tu sais, comme que j'ai changé quelque chose, puis là, ils sont genre... Exactement. Ben là, j'ai coupé mes cheveux, puis ils voient rien, genre. Au début, là, ma blonde, elle mettait le sac de poubelle là, à côté des marches. Mais moi, je m'en vais monter les escaliers. Et je les vois pas, les poubelles. Je les vois pas, les poubelles. Je les vois pas, les poubelles. Il a fallu qu'elle prenne le sac, qu'elle le mette sur mes souliers parce que j'allais mettre mes souliers. Hey, ça, c'est fou parce qu'on dit tout le temps, mettons, j'ai dit de vider la vaisselle. Puis là, à côté de la vaisselle, il y a de la vaisselle à mettre dedans, mettons. Mais toi, tu as dit vide-le. Exact. Vide-le la vaisselle. Puis là, tu dis, voyons, sacramento, t'as-tu la vaisselle qu'il y avait à mettre dedans, tu sais? Non. Je veux pas que les hommes qui entendent ça, ils disent « Ah, mais là, c'est ça, on paraît pour des caves. » Non. Non, c'est pas ça. Vraiment pas. Mais ce que moi, j'ai vu à travers ça, ce que j'ai gagné avec ce changement-là, c'est moins de stress, moins d'anxiété, plus de rationalité, moins d'ampleur dans les émotions. Incroyable. C'est tellement plus agréable pour moi de régler un problème que, tu sais, de voir tout ce qui... Plus d'SPM, genre moi qui pleure ça. Tout le temps. Plus de menstruation, ça aussi, c'est un des cadeaux les plus wow, là. Puis tu sais, il faut savoir, il y a des personnes trans que ça change pas tout de suite au début. Puis
Les toilettes, là, ça, c'est la chose de la société qui est le moins changée. Ça doit être angoissant, ça. Oui, vraiment. Ça, là, ça a été la chose la plus difficile parce que, veux pas, moi, j'ai été 3 mois encore dans mes menstruations. Et au 3e mois, là, on me disait monsieur. J'avais un petit peu de barbe. On me disait C'est ça, monsieur. ça n'a pas pris de temps, toi, avant qu'il y ait le men passing. Il y en a que ça prend vraiment plus de temps, mais toi, ça a été quasiment Ça a été très rapide. Puis là, le fait que j'avais mes menstruations, mais là, OK, là, je me disais, bon, j'étais au cégep à ce moment-là. Puis là, je me disais, bon, je m'en vais-tu dans la toilette des filles? Non, parce que s'il y a des filles, on est à la pause, ils vont tous me regarder bizarre. J'ai eu un petit pinch. Fait que là, je me dis, OK, je vais-tu dans la toilette des gars? OK, mais si je vais dans la toilette des gars, il n'y a pas de poubelle pour jeter le tampon. Fait que là, c'est quoi? OK, je l'emballe, je le traîne, je le jette dans la toilette. On veut pas ça dans la toilette, mais tu sais, je le jette dans la poubelle en sortant. Tu sais, c'était zéro agréable. Là. Et dans les cégeps, il y a des toilettes handicapées, mais tu sais, souvent, j'allais là à ma pause, être au fond du cégep, fallait que je calcule mon temps pour être sûr d'arriver à l'heure dans mon cours. Tu sais, fallait que je sette mes moments de toilette. Je veux dire, regarde, y a-t-il quelque chose de moins naturel que ça dans la vie de calculer ces moments de toilette? Puis si j'arrivais dans une pause puis qu'il y avait un prof qui avait décidé d'aller faire un numéro 2 dans la toilette handicapée, je l'avais pas, la toilette non genrée, tu sais. Fait que ça a été vraiment là, la chose la plus difficile de ma transition, pour vrai. Ça, puis le fait au début, de pas être assez femme pour être femme, puis pas assez homme pour être homme. J'étais dans un entre-deux et je ne me reconnaissais pas, tu sais. J'étais comme dans... Moi, j'étais pas non-binaire, tu sais. J'étais binaire. Donc, ce moment-là d'entre-deux, je l'ai pas aimé. J'avais l'impression d'être personne. Puis j'étais vraiment pas à l'aise là-dedans. Puis c'est là que j'ai vu que j'étais complètement binaire. Puis maintenant, je le dis, là, si je parle de ma transition, je dis je suis un homme trans binaire parce que c'est vraiment ça. Tu sais, je veux pas qu'on me genre au non-binaire. Je suis binaire. Je suis un homme. Y a-t-il un moment où t'as presque regretté? Tu sais, justement, c'est là, de la manière que tu l'expliques, c'est comme si on dirait que je peux ressentir une certaine angoisse de faire comme, OK, mais tu sais, c'est jusque où ça s'en va? Est-ce que c'est où ça l'arrête? C'est quand tu te rends compte que la transition, c'est pas facile. Tu sais, il y en a qui vont dire, OK, transition, tu transitionnes, parfait, c'est facile, tu vas changer, tu vas être content. Non. Il y a des moments où je n'étais pas content parce que, tu sais, j'avais pas assez de barbe, ou j'avais ci, ou j'avais ça. Quelqu'un me disait, elle, je savais pas pourquoi. Tu sais, exemple, dans le milieu du service à la clientèle, toute la journée, tout le monde me disait monsieur, puis à un moment donné, il y a une cliente qui décidait de dire madame, puis là, j'étais comme, OK, mais pourquoi? Puis là, je me questionnais, là, j'étais là, OK, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Si tu mes sourcils, si tu ma carrure, si tu mes hanches, c'est quoi? Et ça devient tellement comme tout le temps, te hanter, dans le fond, là, que c'est tellement dur à vivre. Au niveau physique aussi, veux pas, c'est une puberté. Je me remets à grandir, j'ai mal aux os. Tu sais, j'ai pris un pouce et demi, j'ai pris une demi-taille de pointure de soulier. T'as grandi? Ouais, mes hanches ont fondu en dedans de 6 mois. Quand je m'entraînais... Ouais, ben, j'en ai encore un peu, mais... Ils rentrent un peu. Les os vont changer, mais toute la masse graisseuse va diminuer intensément. Ou se place autrement. C'est ça, le petit ventre va apparaître à un moment donné. J'étais suivi par un kinésiologue parce que moi, je voulais vraiment le vivre. Tu sais, ma transition, moi, je me suis dit, ça arrive juste une fois, faut que tu le vives. Mais tu sais, lui, c'est la première fois qu'il travaillait avec quelqu'un qui faisait une transition. Puis à un moment donné, je disais, hey, quand je m'entraîne, j'ai mal au cœur. Puis tu sais, je m'entraînais pas beaucoup, là. Tu sais, c'était un petit entraînement, mais avec la testostérone, je devenais super beef, là, des épaules et tout, parce que c'était ça qui faisait la beauté de la chose, c'est que je pouvais changer rapidement. Mais je me rappelle, à un moment donné, j'ai dit, j'ai mal au cœur quand je m'entraîne, je comprends pas. Puis à un moment donné, en parlant avec des spécialistes, tout ça, à un moment donné, ils ont dit, ben c'est sûr, ton volume sanguin change. Donc, tu as besoin de plus de liquide, plus d'eau, puis tu te déshydrates pendant ton entraînement, ce qui fait que tu as mal au cœur. Mais c'est des choses qu'on nous dit pas. On les découvre pendant la transition, puis on est obligé de gager ça. T'sais. Le TDAH, le pharmacien m'a dit, étonne-toi pas, ton médicament de TDAH va diminuer. Fait que, OK. Après un mois, j'étais comme, voyons, je comprends plus rien, je lis mes examens, ça marche pas, j'ai l'impression j'ai vraiment dit ça à mon endocrinologue, j'ai l'impression de devenir cave, là, ça marche pas, là. Ça se peut pas, là. Fait que lui, il m'a dit, la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit ça, puis à un moment donné, ben, je me suis mis à faire de l'insomnie, beaucoup, puis là, j'ai allumé que c'était ça. J'ai diminué ma dose de moitié en dedans d'un mois de transition, tu sais. Fait que c'est là qu'il y a des changements. De médicaments. Moi, je prenais du Vivance, puis je suis passé comme de 50 à 30, puis maintenant, je suis rendu à 10. Parce que, un peu comme je t'avais déjà expliqué, ça se fractionne. Je fais une affaire à la fois. Ça a été mon plus gros deuil de transition. Avant, là, j'écoutais la télévision, j'étais sur mon cell et je faisais mon étude. Et à un moment donné, vraiment, là, du jour au lendemain, là, j'étais plus capable de faire tout ça en même temps.
Là, si j'écoutais la télé, j'écoutais la télé. Si je regardais mon cell, je manquais tout ce qui se passait à la télé. Là, ça me fâchait parce que j'avais l'impression de manquer de temps. J'étais là, voyons, je peux plus faire tout en même temps. Il faut que je fasse une chose à la fois. Puis je trouvais ça tannant. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment moins stressé parce que je pensais pas, pendant mon cours de maths, à tous les travaux que j'avais à faire dans la semaine. J'écoutais mon cours de maths. Fait que c'est là que j'ai vu que, oui, le TDAH a changé parce que je suis devenu comme plus rationnel, plus cartésien, plus... Ça prouve juste que le TDAH, ça vient de l'anxiété aussi, tu sais, puis ça vient oui, du stress. Puis tu sais, t'étais moins stressé, là. t'as moins de TDAH, tu sais, maintenant, t'es capable de faire tes trucs. Je pense qu'on peut peut-être parler du couple, de comment c'est dans votre couple, puis je veux comme sortir des jouets, peut-être, des trucs pour... Oui? Je sais pas. Ça va? Oui. Oui? OK, on va sortir des jouets. Oui. On va parler d'accessoires sexuels. Ben oui, parce que je t'en avais parlé qu'il n'y avait pas Oui. des jouets énormes pour la communauté trans masculine. Oui, puis tu sais, quand on a commencé à faire le podcast, justement, tu sais, Karine, on voulait, tu sais, inclure des jouets là-dedans, tout ça. Puis là, je disais, écoute, je suis clueless. Elle me disait, je sais pas. Je t'avais même l'experte. écrit à un moment donné, puis Oui, je on t'avais s'est dit, écrit, oui. y a-tu des jouets qui existent pour justement les détlites qu'on appelle, là, Ouais. qui est comme le clitoris Mais on qui pourrait qui révolutionner modifie. le monde, hein? Hey, avec En ça, passant, non, mais moi, je te sincèrement, lance ça de même, là. t'es dans plein de comités, t'es dans plein de groupes sur les réseaux sociaux par rapport à ça. T'as une page TikTok, puis c'est comme ça que je t'ai trouvé. T'as beaucoup d'abonnés sur TikTok, t'as beaucoup de views sur tes TikTok où tu parles de la transsexualité en tant qu'homme. Puis, tu sais, t'en croises beaucoup, t'en connais beaucoup. Il y en a bien plus que qu'est-ce qu'on pense, là. C'est bien moins, tu sais... Ben, pour te donner une idée, là, tu sais, là, on va mettre un chiffre sur un groupe, là, mais il y a un groupe de gars trans FTM, donc vraiment female to male. Ouais. Pas non-binaire, vraiment plus binaire. Et on est Montréal-Québec, et on est à peu près 800. Fait que ça donne une idée, tu sais. Moi, je trouve ça beaucoup. Moi aussi, Tu sais, moi, quand j'ai fait ma transition, je pensais que j'étais tout seul. Fait que quand j'ai vu qu'on était un groupe, qu'on pouvait se soutenir, moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, on était 400. On est rendu 800. Puis on s'entend qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ne sont pas sur le groupe. Exactement. Fait que, tu sais, c'est fou pareil, là. C'est ça. C'est là que tu vois que... Puis ce qui est difficile dans la communauté trans-homme, donc vraiment female to male, c'est que quand la transition est pas terminée, mais que le passing est là, souvent les gars trans vont pas vouloir en parler parce qu'ils passent. Ouais. Ils veulent vivre leur vie d'homme, puis ils veulent plus en parler de leur transition. Ils veulent pas dire qu'ils sont des hommes trans parce que tu sais pas. ils se Fait qu'il y en hâtent a- à chaque fois. C'est sûr Fait qu'il y en a plus que Il y en 800. a plus, puis c'est correct qu'il y en ait qui veulent pas en parler. Moi, j'en parle parce que je suis à l'aise avec ça, puis je me dis, ça en prend. Ça prend des gens qui prennent le micro puis qui disent, OK, regardez, voici notre réalité, on existe, on est valable. Même si on fait pas l'opération génitale, on est un homme, puis on est autant viril qu'un autre, tu sais, ou on est tout le temps, tu sais. Je trouve ça drôle à chaque fois que ta voix a mu. Ça, là, c'est ma vie pour les 5 prochaines années. Elle va faire ça tout le temps. Mais moi, ça, je trouve ça le fun parce que c'est aussi une peur que j'avais au début, là, la voix. Parce que je me disais, est-ce que je vais aimer ma voix? Je chantais. Avant, je chantais de l'opéra même. Tu sais, j'étais soprano, là. Je veux dire, il y avait une marge, là. Puis je me disais, est-ce que ma voix va être aussi malléable? Est-ce que je vais avoir du fun? Ben, Je trippe, là. Tu sais, ta vidéo la plus visionnée sur TikTok, c'est une compilation de ta voix avant la testostérone, puis maintenant. Toute puis on voit le chemin. l'évolution à 100% à chaque, je pense que c'est quasiment mois, 2 mois, des fois c'est au 6 mois que tu fais. Puis t'es comme, voici ma voix à 18 mois sur la testostérone, nanana. Puis on voit tranquillement que ta voix descend. Mais tu sais, je suis sûre que quand ça se passait, tu te rendais pas compte nécessairement comment ça descendait. Je les prenais, c'est ces en vidéos-là. voyant cette vidéo-là de avant, Exact. après tu fais comme, oh my God. Puis à la fin, quand sur TikTok, la vidéo recommence, tu sais, t'as ta voix full grave. Tu vois les deux. Ta voix full aiguë, puis t'es comme, oh Mais mon Dieu, c'est tellement ça, là, ça différent. m'a tellement aidé dans ma transition parce qu'il y a des journées où je me disais, oh mon Dieu, ma voix, elle a reculé. Puis là, je me filmais. Hey, j'ai des vidéos, ça n'a pas de bon sens sur mon téléphone. Là. Je me filmais puis je regardais tout de suite. Je faisais le petit montage des deux juste pour voir la différence. Puis ça me faisait du bien parce que je me disais, OK, non, elle a changé, c'est correct. T'sais. Parce qu'à un moment donné, tu t'habitues. Le corps se place, les fréquences ne sont pas les mêmes. Fait qu'il y a des moments où c'est vraiment difficile. Les dents vibrent. J'ai mal à la tête quand j'arrive à la maison. Là, je dis à ma blonde, OK, on arrête de parler, là, c'est trop. Je sais qu'elle a descendu. Mais à un moment donné, mon corps s'habitue, puis là, je m'en rends plus compte. On dirait que c'est super à l'aise, c'est super bien. Puis là, des fois, je m'entends, je suis comme, ah, OK, ça sonne comme ça. Fait que, tu sais, même en écoutant le podcast, probablement, je vais faire, OK, ma voix ressemble à ça, tu sais. On n'entend pas la même chose, je veux pas que ce que les gens entendent. C'est Fait vrai. que déjà là, ça l'aide. Souvent, c'est plus grave que ce qu'on entend. Là. Ouais.
Fac, on a trouvé des accessoires. Genre, Anne-Marie, elle avait pas d'idée, mais finalement, quand elle a vu ça, elle a fait « OK, ben oui, full. » Ben oui, puis c'est un de mes jouets préf, celui-là, parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se demander comment amener des jouets sexuels dans leur relation de couple. Puis moi, je dis tout le temps, peu importe ton couple, tu prends toujours des objets qui ne s'apparentent pas à une partie du corps. Mm-hmm. Donc, de cette façon-là, tu n'entres pas en compétition ou ta partenaire n'entre pas en compétition avec le jouet ou n'a pas l'impression de. On s'entend-tu que du silicone ne peut pas remplacer un être humain? OK? Fait que, c'est l'amuseur, pour ceux qui l'écoutent juste auditif. Donc, c'est l'amuseur. C'est un jouet en silicone. Il est super doux, le jouet. Depuis tantôt, je suis comment? Je le flatte. Puis, c'est un masturbateur. En fait. Donc, puis c'est ça qu'on disait juste avant le podcast. Toi, tu expliquais que... Oui, bien que c'est utile parce qu'il peut prendre la grosseur qu'on veut. Fait que, tu sais, quand tu le refermes sur lui-même, il peut vraiment aller chercher la grosseur que le clitoris a pris, dans le fond. Ouais. Puis la vibration vient, c'est ça, stimuler. Fait que, tu sais, veux pas, c'est super agréable. Ben c'est ça. Puis, tu sais, souvent aussi, on va avoir l'impression que les pénis n'aiment pas la vibration, alors que... Parce qu'on vise vraiment les personnes qui ont un clitoris. Mais non, la vibration est vraiment cool pour les pénis aussi. Ouais. Tu sais, c'est plein de terminaisons nerveuses. Tu sais, pourquoi pas? Je te dirais que le clitoris, comparé au déclite, n'a pas la même sensibilité. OK. Au début de la transition, là, c'est super sensible. Même si c'est une des premières choses qui changent, c'est le clitoris puis la sensation. Parce qu'il devient, tu sais, dans le fond, le bout du clitoris devient un gland, là, carrément. Là, ça se transforme. Fait que, tu sais, on a une peau comme un prépuce. Là, puis, tu sais, fait que le bout au début est à vif. Là, il est comme, ben pas à vif, mais il est comme à décapsulé, découvert. Fait que, mais avec la sensibilité d'un clitoris. Fait que ça fait mal, là. C'est pas agréable, là. C'est zéro le fun. Là. Fait que, tu sais, avant que le corps s'habitue puis que le clitoris devienne le déclite puis devienne moins sensible, c'est pas évident, mais en même temps, les sensations vont changer, tu sais. Mais ça, c'est vraiment cool que t'en parles. Puis ça, je pense que c'est full une bonne option d'utiliser en couple parce que ça peut être un masturbateur juste à utiliser ça sur le déclite. Mais aussi, ce qui est vraiment cool, c'est que ta conjointe ou peu importe les gens là, qui écoutent, qui veulent l'utiliser, la partenaire ou le partenaire ou peu importe peut s'asseoir dessus, tu le mets sur le déclite, puis elle peut s'asseoir dessus, fait que ça va faire, avec ses jambes, elle peut serrer, puis elle va pouvoir faire une masturbation mutuelle avec le jouet. C'est vraiment intéressant pour vrai. Si c'est trop sensible aussi avec la vibration, tu peux juste enlever la vibration, puis il y a des nervures à l'intérieur, fait que tu mets du lubrifiant, puis let's go. Là. Puis, tu sais, le déclite, tu sais, c'est pas comme le clitoris, là. Ça sera pas, tu sais, la même façon de se toucher. C'est vraiment plus comme un gars, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une masturbation masculine. Là. Ben, c'est ça. C'est vraiment comme si on avait un pénis, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est différent, c'est qu'on se redécouvre, là. Ouais. On est obligé de réapprendre à se toucher, de réapprendre à fonctionner sexuellement, là. Tu sais, là, on va aller full dans un terme privé, puis je sais que tu le sais ce que je veux dire. Je le dis-tu ou... Oh, ouais, c'est bien correct. Tu sais, tu disais, ma blonde, elle me mange plus, là, ma blonde me fait une fellation désormais, tu sais. Carrément, puis ça fait bien plus du bien aussi. Ben moi, c'est beau, là. Veux pas, personnellement, c'est bien plus gratifiant pour moi de vivre ça. Puis, tu sais, mais tu sais, le goût change, la texture des sécrétions change. Ça serait cool de le dire. Ça devient vraiment comme... les sécrétions vaginales, dans le fond, deviennent vraiment plus comme du sperme, donc plus dense. Puis, cool. L'éjaculation est vraiment comme une éjaculation. Tu sais, oui, il va y avoir une lubrification tout au long, mais pas autant que une femme. Tu sais, ça va vraiment devenir plus une éjaculation à la fin ça, là, les gars qui font leur transition, là, ils savent pas ça. Là. Non, on se l'apprend nous autres, là, à un moment donné. Guys, c'est ça qui se passe. Ouais. Fait que ça, c'est l'amuseur dont on parlait pour ceux qui l'écoutent auditivement. On parlait de l'amuseur. Je vais mettre le lien de toute façon dans nos stories, dans les highlights sur Instagram de la page Libre Expression. Puis ceux qui l'écoutent sur YouTube, je vais mettre aussi le lien de l'amuseur sur Eros et compagnie pour aller vous le procurer. Puis il y a un autre jouet qui est peut-être un peu, je sais pas, il est différent. Puis tu m'avais déjà parlé, tu sais, comme les déclites, il y a rien comme un womanizer. Tu sais, le womanizer, c'est la vie. La pulsion à air. C'est ça, souvent, le trou est pas assez gros pour le déclite. Fait que ça, c'est vraiment une pompe. Puis c'est une pompe à clitoris et mamelon. Puis là, tu m'as dit avant... Avant la métadioplastie, là, la masculinisation du déclite, dans le fond, là, faut essayer de le comment je pourrais dire ça,
Ben, d'utiliser la pompe, dans le fond, là, pour essayer de le grossir, dans le fond. Fait que ça devient un peu plus le gorgé de sang, puis à la longue, le dételette va devenir un peu plus gros. Est-ce que je peux te demander si tu as déjà utilisé ça? Je l'ai pas déjà utilisé, mais c'est dans mes prochains achats futurs si jamais je fais la métadioplastie. Tu utiliseras le code libre s'expression sur le site de Eros et compagnie. C'est sûr. C'est des jouets souvent qu'on... J'ai jamais utilisé ça. Je vais être bien franche, je n'ai jamais pris ça dans mes mains ni utilisé ça, mais j'ai déjà vu ça dans de la pornographie, carrément. Puis, fait que mettons, là, on voit, vous voyez pas, mais ça s'appelle le Pumped by Shots. C'est un clitoris et mamelon pump set. Là, j'ai comme le médium. Je sais pas s'il y a d'autres grandeurs, mais c'est utilisé pour le clitoris et les mamelons. Et il y a 3 embouts. Là, il y a vraiment comme 3 tuyaux. Fait qu'il y a 2 qu'on peut mettre sur les mamelons, justement, puis 1 sur le clitoris, mais... Ça reste que, tu peux en utiliser juste un. Puis, il y a 3 formats. Fait qu'il y a un format qui est comme plus petit, un moyen, puis un plus gros. Fait que dépendant de la grosseur du déclite, ça peut... Puis même les personnes qui veulent juste comme full stimuler leur clitoris. Même les femmes. Ça vient pomper le sang. Puis quand ton sang est plus pompé, t'es plus sensible, faut pas oublier que les femmes aussi, il y en a qui ont un plus gros clitoris. Là. Ouais, exact. Ça peut... bon point. Ben oui, très bon puis point. Ça peut tellement être une sensation agréable, là, comme le womanizer, mais comme plus manuel. Là. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est vrai, tu sais, on a comme l'impression que le clitoris, c'est un petit point à l'extérieur, mais c'est pas vrai. Il y en a, qui en ont des plus gros, puis il y en a qui on le sent à peine. Ah oui, c'est pareil. Puis les détlites, c'est un peu ça aussi. Il y en a qui vont dire, il a pas vraiment grossi, puis c'est comme les pénis, ça va avec la génétique, puis il va changer selon la personne, puis c'est ça. Oui, ben je trouve ça vraiment cool comme option, sérieusement. Puis c'est vrai, c'est dommage, hein, parce qu'il semble pas... J'essaie de voir comment ça fait. Mais c'est dommage parce qu'il n'y a pas de jouets qui sont tant ah oui, ça fait adaptés. Vraiment... Il y a de la succion, là. Je le fais sur ma main, là. Il y a de la... Essaye. Essaye. Mais les jouets sont pas si adaptés, hein? Non, il y en a tellement pas. Non. Mais on a parlé avant, il y en a aux États-Unis adaptés, si je me trompe pas. Ben, ils font des sleeves qui ressemblent vraiment à celui-là. Là. Comment tu l'as appelé, toi? L'amuseur. L'amuseur. Qui ressemble vraiment à ça, mais c'est vraiment comme les sleeves qu'on voit pour les hommes cisgenres, là, qui peuvent, dans le fond, comme un masturbateur. Oui, c'est ça, exactement. Un masturbateur, mais plus petit, avec un trou plus adapté au dételite. OK. Mais tu sais, quand la personne n'a pas eu la métadioplastie, des fois, tu sais, veux pas le vagin, comment il est fait, c'est qu'il y a de la peau qui vient vers les grandes lèvres, puis ça peut empêcher la succion ou, tu sais, les choses comme ça. Souvent, les... Oh! Ah! Téléphone. Mais je pense que c'est un signe parce qu'on est rendu à 1 heure, puis... Oh my God, je suis tellement déçue qu'on n'a pas parlé de transparentalité. C'était comme un sujet super important. J'allais dire, est-ce que tu penses qu'en plus, ta Roxane, copine... Ben oui, c'est sûr qu'elle a pour vrai, ça pourrait être vraiment cool d'en parler dans un autre épisode parce qu'on a une 2e saison de toute façon qui va encore être représentée par Eros et compagnie. Puis là, tu sais, Roxane n'est pas là parce que tu viens d'adopter un de mes chiots. Je suis vraiment contente. Une belle famille. Puis on est liés par la famille pour les 15 prochaines années au moins, parce que Vega va durer 15 années, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Une belle fille. Puis en plus, je me rappelle plus ce que j'allais dire, mais j'allais dire que... Ben, on a vraiment hâte de vous recevoir à nouveau. Merci. Ben, on va pouvoir parler d'un épisode de transparentalité, puis je pense que rendu là, on va savoir si Rox est enceinte. On va savoir le sexe du bébé. On va tout savoir. C'est sûr. Merci tellement pour ton ouverture, ta transparence, pour tout ce que tu nous as apporté comme information aujourd'hui. C'est extrêmement précieux. Je pense qu'il y a très peu de gens qui font ce que tu fais. Puis c'est extrêmement courageux, je trouve. Puis ça fait vraiment plaisir. Puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'informations, ils peuvent me rejoindre sur mon Instagram. C'est quoi ton Instagram? AlexBed188. De toute façon, je vais le taguer, mais oui, les gens peuvent aller TikTok, puis même affaire, c'est tout le même nom. T'es super ouvert, comme t'en parles vraiment, puis t'aides vraiment les gens dans leur transition, puis dans leur cheminement, puis même Rox le fait avec les conjoints des hommes trans. C'est tellement important. C'est une perle. Sincèrement, je la connais. Elle est hilarante, puis elle est aussi super fine. Ouais. Fait que merci vraiment beaucoup, Ça fait vraiment Alex. plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment super.